L'aéroport de Roissy, le contrôle des douanes. Les passagers sont pour la plupart des touristes ou rentrent de voyage d'affaires. Seulement, l'avion n'est pas n'importe quel avion, c'est le vol quotidien Bogota-Paris. Bogota, la capitale de la Colombie. La Colombie, principal producteur de cocaïne de la planète. Parmi les passagers, un professeur italien en transit vers Rome. Il ne s'attendait pas à ce contrôle parisien. C'est votre premier voyage en Colombie? Comment? C'est la première fois que vous allez? Oui. Vous avez de la famille là-bas ou des amis? Oui, j'ai une amie. Une amie? Ouais, d'accord. Qui vit là-bas, une fille. Une Colombienne? J'ai beaucoup intéressé à elle. Ah, d'accord. L'homme est emmené dans une salle à l'écart pour y être entièrement fouillé. Dans son sac, peu de choses, quelques t-shirts, des chaussures de vacances et une plaquette de cachet d'Imodium qui bloque le transit intestinal. Un médicament si connu des services des douanes qu'il va les décider à pousser plus loin leur contrôle. Bon, vous êtes d'accord pour la radio alors? Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord parce que vous m'avez contrôlé. Pour la radio, ils doivent lui demander son accord. Si l'homme ne s'y soumet pas volontairement, cela ne changera pas grand-chose. Tout le monde perdra seulement le temps de demander au procureur qu'il ordonne cette opération. C'est tout normal. Étant donné que vous consommez, le test n'est plus fiable, on est obligé de passer une radio. Pour voir, pour constater, parce que vous comprenez bien qu'il y a des gens qui transportent à l'intérieur. Ça, vous n'êtes pas sans savoir. Alors, à ce moment-là, on est obligé d'en passer par là. Maintenant, si vous avez quelque chose, vous pouvez le dire de suite. Hein. Non, j'ai pas rien. Bon. J'ai rien. Bon, si vous avez rien, il n'y a pas de problème. Oui, ici. L'opérateur est le médecin de l'aéroport. Allez, pour rentrer, non? Venez par ici. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Bonjour. Vous rentrez? Monsieur, monsieur, Noah. Comment ça s'appelle la... Voilà la radio qui sort là. Hein? La radio elle sort. Ça va monsieur? Pas de problème? Un médecin qui, à l'évidence, prend son rôle à cœur. Bon, voyons cette radio, qu'est-ce qu'elle montre? Bon, évidemment, elle est un peu délavée parce que j'ai pas eu le temps de chauffer les bains tout de suite, hein. Mais... How many? Parle français, hein? Parlez français, combien? Combien, monsieur? Combien de quoi? Combien? Des ovules. Il y en a deux. Deux au moins, oui. I'm sorry. Je suis désolé, mais il y en a deux. Vous avez deux corps étrangers insérés dans l'ampoule rectale. Il faut dire la vérité, monsieur. OK? I'm sorry. How many? Combien ça pèse en tout? Voilà. Il y a deux corps étrangers. Vous avez introduit des ovules à l'intérieur? Vous avez des corps étrangers insérés là. Alors c'est quoi Hein? ces ovules? C'est quoi? C'est quoi, monsieur? C'est quoi? C'est de la cocaïne? C'est pour votre consommation personnelle? Bon, alors vous allez les pondre tranquillement. Et puis, si c'est pour votre consommation personnelle, il n'y a pas de problème. Un médecin qui ne connaît pas bien la loi, car même si c'est pour sa consommation personnelle, le professeur risque quelques problèmes, entre 8 mois et 4 ans de prison. Hein? Vous allez les évacuer tout de suite. Comme ça, on n'en parlera plus. D'accord? Allez, venez. Vous allez les pousser, vous allez les sortir tout de suite, OK? Ah ouais. Allez, venez avec moi. Bon alors, Vous allez les sortir tout de suite, ça sera plus bon, je rapide. t'accompagne. Voilà, vous venez avec moi. Allez, vous allez les donner et puis on n'en parlera plus. Allez, venez là. Vous avez affaire à un enfonceur. C'est-à-dire un monsieur qui s'est inséré dans l'ampoule rectale des ovules. Sur ces lignes-là, on a aussi des avaleurs, des ingéreurs, qui vont utiliser les ovules que vous voyez ici, là. Ils les avalent, ils en avalent 250-300 de 6 grammes. C'est pas la quantité. Mais... Oui, c'est à 1 mètre, c'est pile. Bon, et encore là, moi, mes bains, elles sont pas terribles. Bon, on va faire un test pour voir qu'est-ce que c'est comme produit.
De la cocaïne pure, 60 grammes achetés en Colombie et qui auraient pu être revendus en Europe. Un trafic qui rapporterait entre 15 et 25 fois la mise. Sauf lorsque l'un des sachets s'ouvre dans le corps du passeur. Pour lui, la mort. C'est quand même grave faire ça. Comment? C'est quand même grave de transporter ça. C'est grave. Je pense pas que c'est... Non? Je pense pas que... Ah non, c'est pas grave. Là, en Italie, c'est pas grave, Nicolas. Non. Oh, bah non. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Bien sûr. Enfin, toujours est-il qu'en France, c'est grave. Allez. Les mules, comme les appellent les douaniers, peuvent avaler beaucoup d'ovules. Le record à Roissy, 330 ovules de 6 grammes, presque 2 kilos de cocaïne dans le corps. La drogue prend également d'autres chemins pour pénétrer en Europe. Je y vais, moi, avec lui, si tu veux. L'un des plus utilisés par les trafiquants est tout bêtement la poste. Là aussi, les enquêteurs des douanes ont une technique pour tenter d'intercepter les trafiquants, tout simplement accompagner le facteur qui livre une lettre suspecte. 2 heures après. Le destinataire de la lettre qu'ils ont repéré ce jour-là est logé dans un hôtel parisien. L'objectif des douaniers, le prendre en flagrant délit. Comment? Non, mais moi, je serai là de toute manière, vous inquiétez pas. Vous lui donnez, il faut qu'il apprenne. Donc, vous venez de réceptionner un colis. Bonjour. Il y a de la cocaïne à l'intérieur. Donc, vous allez être responsable. Monsieur, moi, je suis une employée ici. Écoutez, hein, vous avez pris ce colis, vous le connaissez bien. Donc, vous pouvez... Ouais, c'est un monsieur qu'on connaît, Bon. il vient dormir à Est-ce que l'hôtel. vous je ai savez, dit la est-ce que vous vérité. savez où il habite? Non. Pourquoi par vous lui contre, prenez non. des colis, alors? Parce qu'on lui gardait son courrier avant. Je vous avoue, sur la tête de ma fille, on lui gardait son courrier. Bon, bah, écoutez, Bah voilà. vous allez nous suivre. Vous allez venir avec nous, mais Hein ne vous inquiétez Ah pas. mais non, c'est pas moi, ma patronne, faut que j'attende ma Ne patronne, je peux pas... Écoutez, madame, Moi, j'ai rien fait de mal, monsieur. Ne vous inquiétez pas, madame, ne vous inquiétez pas. Vous me faites confiance? Oui, Bon, moi, voilà. j'ai rien fait de mal. Mais non, mais... Ne vous inquiétez pas, madame, d'accord? On sait très bien que c'est pas pour vous. On sait que vous êtes simple employé, vous avez fait votre travail. Est-ce que vous pouvez nous faire une description de ce monsieur? Oui, il est pas mal. Bon, c'est un Quel jeune âge, à peu homme, C'est un jeune entre 30 et 35 ans. Un coup, il est à Nantes, un coup, il est à Bordeaux, un coup... D'accord. Vous avez bien vu que je l'ai pris parce qu'on lui garde son courrier. Je veux pas l'employer. Est-ce que... Non, mais vous inquiétez pas, Vous ne madame. risquez, écoutez madame, vous me faites confiance. Vous ne risquez strictement rien. Vous ne risquez absolument C'est la procédure qui rien. veut que ce soit comme ça, madame. Bon, c'est tout. Vous ne risquez absolument rien. Finalement, patronne et employés sont emmenés au service des douanes pour leur audition. Et dans l'enveloppe, effectivement, Elles étaient toutes identiques à celles d'aujourd'hui et bien souvent plus épaisses. Ouais, il en a eu des plus épaisses que d'autres, ça c'est sûr. Elles provenaient de Colombie. la Colombie, principal producteur de la planète. La Colombie en état de guerre depuis des années. Luttant pour le pouvoir, les guérillas, les paramilitaires d'extrême droite et l'armée. Enjeu de cette lutte, l'argent, et d'abord l'argent de la drogue. Des villes du Far West, comme celle-ci, il en existe une dizaine, ce sont les centres logistiques de l'industrie de la cocaïne. Miraflores est la plus importante. Ici, l'armée ne contrôle rien, ce sont les guérilleros qui tiennent Miraflores. Sans leur accord, rien n'y arrive et rien n'empare. Sans ces avions de la Deuxième Guerre, il faut 4 jours de pirogue pour y arriver. Principal revenu pour la guérilla, la taxe prélevée sur la cocaïne, 3 francs par kilo. En Colombie, Miraflores, on l'appelle Miracoca. On nous traite de narco-guérilla. Si tu vends des chaussures, on te les achète avec de l'argent de la coca. Toutes les compagnies d'avions qui arrivent ici sont payées avec l'argent de la coca. Ici, il n'y a pas d'autre alternative. L'économie de la drogue. Dans cette seule région, elle ferait vivre 800 000 personnes. Ici, tout est 3 fois plus cher que dans le reste du pays. On trouve de tout à Miraflores. De la violence, du narcotrafic, de la guérilla et des prostituées. Cette année, 150 tonnes de poudre blanche sont sorties via Miraflores. Sur des centaines de kilomètres autour de la bourgade, la forêt amazonienne a été défrichée. Les parties déboisées, ce sont les champs de coca. Dans ce champ à gauche, des bâtisses au toit de tôle, un laboratoire.
Ici, les paysans se sont transformés en chimistes pour fabriquer la base de cocaïne. Pour fabriquer la drogue, il faut mélanger les feuilles avec du ciment et de l'essence. On laisse macérer 40 minutes, on filtre le tout avec 2 litres d'eau, puis on rajoute 20 centilitres d'acide sulfurique. Finalement, c'est l'ammoniac qui fait coaguler la drogue. Dans ce chiffon, on récupère la base de cocaïne. Cet avion n'est pas affrété par les narcotrafiquants. Au contraire, il participe au programme de destruction des champs de coca financé par les États-Unis et l'Europe. Il largue du défoliant. En 1999, 29 000 hectares ont été détruits par épandage, plus de 30 tonnes de drogue en moins. Il n'empêche, on estime que 500 tonnes sont sorties de Colombie l'an dernier. En 10 ans, la production a doublé. Pour tenter de mettre un frein à ce développement, les États-Unis financent une force spéciale, les antinarcos. Así, mi general. Bueno, mi general. Sí, sí, mi general. Perfecto, mi general. À leur tête, le colonel Leonardo Gallego, 28 ans de service, 5 ans d'antidrogue, l'un des hommes les plus menacés du pays. Como ordene, mi general. Gracias, mi general. Felicidades. Gracias, señor. Lamentablemente sí, hay muchas amenazas de On veut ma mort. los delincuentes que no Les délinquants de ce pays confondent ma personne et l'institution pour laquelle je travaille. de los policías no es personal, sino eminentemente Dans cette lutte, il n'y a rien de personnel. profesional. Entonces, Pourtant, en ocasiones ils hay font algunos tout le que temps des plans d'attentat pour m'éliminer. amenazan con planes de ataque o de atentado. Une voiture blindée, 2 motards en protection, Gallego a rendez-vous avec un ministre à l'aéroport de Bogota. Le ministre, c'est le jeune homme au blouson rouge. Ils vont aujourd'hui dans un village qui a été attaqué par la guérilla 2 jours auparavant. Ils veulent montrer que l'État existe encore. 2 jours plus tôt, la télévision locale avait filmé l'attaque des guérilleros. Après leur départ, il y avait 7 cadavres dans les rues. La zone que nous survolons est contrôlée par cette guérilla. Au-dessus des nuages, l'hélicoptère risque moins d'être pris pour cible. Mais au moment d'atterrir, il faut descendre sous ces nuages, à portée du premier tireur. Bien protégé par ses gardes du corps, le colonel peut jouer l'homme tranquille. Además con estas niñas tan queridas y tan trabajadoras. Bueno, ¿y cómo van los estudios? Bien, sí. Es lamentable que hayan conflictos en la zona. C'est une zone de conflit. Factores y actores generadores de Tous les facteurs qui génèrent l'insécurité et la violence sont réunis. controlando cuando la población se dedica a Alors il faut protéger la population en contrôlant la zone. especiales como esta. Mais ce village a été souvent attaqué. Desafortunadamente hubo una acción Effectivement, il y a eu une action contre l'armée. efectivos del Ejército Nacional. Mais aujourd'hui, la zone est complètement contrôlée par l'armée et par la police De nationale. la Policía Nacional y del Ejército Colombiano. En fait, à cet instant, il n'y a que le village qui soit contrôlé, tout juste. Voy a presentar aquí a la gente que trabaja en la zona, la gente que hace ¡Qué parte, belleza! estos tipos que trabajan. Claro que me encanta verlos. ¿Cómo están? Pues a ustedes que venimos a apoyarlos aquí precisamente. Eso es lo que nos gusta, ver el trabajo legal. Claro que sí. ¿Cómo estás? Cabido, tienen que seguir haciéndolo. De verdad que sí. Conoce el coronel. Hola, ¿cómo te va? De la gente de este pueblo, coronel, la ¿Qué gente más? buena, mira. ¿Qué hubo? Jóvenes. ¿Cómo están? Venga, doña. Tienen que Doña, venga, seguir, le presento aquí al coronel.
Vengan, yo los felicito por toda esta forma de vivir precisamente en forma legal y en paz. Eso es lo que necesitamos en todo el país. Y para eso es que venimos a acompañarlos y ayudarles. La gente Me alegra se mucho. aquí, vea, 2 Sí. días en este sol. Pero es mejor así para vivir legalmente con la cabeza muy en alto y no en forma ilegal ocultándose a todo momento de la población y de la autoridad. Me alegra mucho. Gracias. Sigan luchando así. Sí. Nosotros tenemos que... Une photo souvenir, mais il faut repartir avant que la guérilla ne s'organise. Un ministre et un colonel sont des cibles de choix. Leur avion les attend sur la piste la plus proche, à 3/4 d'heure de là. Juste après le décollage pour le retour vers Bogota, le colonel reçoit un appel. Se transmita el mensaje. Haz lo posible para que un avión OV-10 haga también una exploración. Bueno, el reporte que recibí es que Je viens d'apprendre que l'une de mes patrouilles de jungle est en difficulté. Pour l'instant, les informations sont fragmentaires, très incomplètes. Le colonel ne nous en dit pas plus. À l'évidence, il aurait préféré que notre caméra ne soit pas là. C'est la guerre. C'est comme ça, la guerre. Bogota, l'état-major du colonel. La concentración de calor está cerca aquí entre este caño y el río Uva. ¿Perfecto? Sí. Si quisiéramos operar, bueno, esta sería nuestro cuadrante de operación, mi coronel. Correcto. ¿Qué presencia tenemos allá? Aquí hay ejército. Hay ejército, no va a ser. Y una base de ejército. Pues, esos son los puntos más cercanos. Hemos adelantado ya un vuelo de... Les premiers vols de reconnaissance, notamment le nocturne, avec une caméra thermique, nous ont permis de détecter un groupe suspect. Señales de presencia de grupos sospechosos. En fait, depuis un an, 6 hommes du colonel sont retenus en otage par des guérilleros, 5 policiers et un officier. Cette photo dans un camp de la guérilla avait confirmé qu'ils étaient en vie. Ce que Gallego a appris au téléphone dans l'avion, c'est qu'ils se sont échappés. La priorité du colonel maintenant, récupérer ces hommes, la base militaire de Cumaribo, à l'ouest de la Colombie. Y el coronel Paul, que ya todos han conocido ampliamente. Le colonel Paul, l'homme de la DEA, le service antidrogue américain. Car si ce sont les États-Unis qui financent l'unité de Gallego, leur confiance est limitée. Ils savent que les narcotrafiquants sont riches et puissants, ils savent que beaucoup de policiers se laissent corrompre. Le colonel Paul est là pour tenter d'éviter que Washington ne dépense son argent en vain. Pour l'instant, on est certain que notre patrouille est perdue dans la jungle. Et d'après le dernier rapport, elle est poursuivie par la guérilla. Mais naturellement, nous analysons, interprétons toutes les informations. On prépare un vol d'observation cet après-midi pour déterminer la zone précise où l'on développera les opérations. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose, pas de certitude. Rien d'intéressant ces 3 derniers jours. Le vol de reconnaissance. À bord, outre le colonel Paul, se trouvent 2 informateurs, 2 hommes qui ont rencontré des Indiens qui avaient vu la patrouille fugitive. Sur la droite, en bas, on voit les premiers champs de coca. Les champs de coca, ce sont ces petites taches vertes. Ah, esa verdecita. La pista de Cumaral. Ahí está la ranchería indígena. Claro que la pista es bien pequeña. Pero hay una pista, pero muy pequeña ahí. Miren los campos de coca, aquí ya más cerquita. Este, por ejemplo, lo atraviesa la carretera, es un campo larguísimo. ¿Sí ves? Por toda la carretera. Claro, ¿te das cuenta? Es que me interesan mucho estos 2 pueblos. Miren, allá está... Les 2 informateurs affirment que les 6 policiers en fuite sont passés près de ce village. Por esta zona. Sí, por esta zona. Sí, pueden ir hacia arriba. Como estos son los sitios
sitio me interesa mucho para extender las operaciones. En fait, le colonel Gallego n'a plus envie de nous voir. Après ce vol, il nous annoncera que nous ne pouvons pas suivre les recherches, qu'il nous donnera à la fin les images que l'un de ses hommes va tourner. 3 semaines plus tard, ces images nous ont été transmises. Pendant ces 3 semaines, d'après la police, la patrouille en fuite a été poursuivie par la guérilla. Au cours de leurs recherches, les anti-narcos auraient détruit 3 laboratoires et saisi plus de 500 kilos de cocaïne. Mais la guérilla aurait rattrapé les fugitifs dans un hameau. Lorsque le colonel Gallego a eu cette information et qu'il est arrivé sur place, il n'y avait que des traces de fusillade. À un endroit, la terre avait été retournée récemment. Au fond du trou, les 6 corps des policiers criblés de balles. L'an dernier, Gallego a enterré 10 de ses hommes. Premier pays producteur de cocaïne, la Colombie. Il n'est pas le seul. Plus au sud, la Bolivie. Ici, depuis l'arrivée des Espagnols, les Indiens mâchent la feuille de coca, la plante sacrée réservée aux empereurs avant la conquête. Les conquistadors avaient tué l'empereur et donné au peuple inca le droit de mâcher pour mieux le dominer. La région où l'on cultive le plus la coca, c'est le Chaparré, un territoire que les autorités ont isolé du reste du pays. Pour y pénétrer, il y a une frontière. Ici, on empêche la drogue de sortir, on contrôle aussi les produits chimiques qui servent à la fabriquer. C'est l'entrée de la zone rouge. Thomas vit à 2000 km d'ici avec sa femme et ses 4 enfants, dans l'altiplano bolivien. Dans l'altiplano, il n'y a pas de travail. 2 fois par an, Thomas fait le voyage pour venir faire la cueillette, de quoi faire survivre sa famille. J'ai tout laissé derrière moi. Ma maison, mon village. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a pas de travail dans ma région. Ici, je peux gagner ma vie. Et votre famille? Ils sont restés chez moi. Ils n'ont rien à manger. Rien. Ils comptent sur moi. Et dès que je finirai mon travail, je rentrerai. Miguel est propriétaire terrien, propriétaire d'une dizaine d'hectares qu'il a défrichés dans la jungle et plantés. C'est le patron de Thomas. Ici, il n'y a que la coca qui pousse. Les oranges, les papayes, ça ne prend pas. En fait, la récolte d'un hectare de coca se vend 6 000 francs et il y a 4 récoltes par an. C'est nettement plus rentable que toutes les autres cultures. Pour la cueillette, Miguel engage tous ceux qui ont besoin de gagner de l'argent. Combien tu vas gagner? Ça dépend. Environ. Oh, 18 francs en une journée. Et si on nous enlève la coca, de quoi on vivra? Pendant quelques années, les États-Unis ont payé les paysans pour faire disparaître les plantations, une prime à l'arrachage, jusqu'à 10 000 francs par hectare détruit. Sauf que les paysans réinvestissaient cet argent dans de nouvelles plantations. La prime à l'éradication a été supprimée. 20 kilos. Combien va-t-il gagner? Dans la journée, il gagnera 40 francs. Paradoxalement, cette culture est tolérée par les autorités au nom de la tradition. Mais cette coca tolérée doit rester sous sa forme traditionnelle, la feuille séchée.
Ce sont les hélicoptères de la police antinarcotique. Ils m'ont souvent contrôlé. Ils viennent à n'importe quel moment. Ils ont déjà volé, saccagé ma maison. Ils nous frappent, ils nous torturent pour nous faire avouer des choses fausses. Ce que les anti-narcos veulent leur faire avouer, c'est que les feuilles de coca ne sont pas destinées à la consommation locale, qu'elles sont transformées et vendues, exportées. À moins de 20 km des champs de Miguel, le camp de Chipiriri. Les léopards, des commandos formés et financés par les Américains. 2000 hommes, les anti-narcos du Chaparré. Leur rôle, empêcher que les feuilles de coca soient transformées en pâte, que l'on appelle la base, et surtout, empêcher la sortie de cette pâte. Patron de l'unité, le colonel Pacheco. Le Chaparré, c'est une zone en plein conflit. C'est à cause de la grosse production de matières premières pour la coca. Alors maintenant, le Chaparré a une renommée mondiale pour cette activité. Le colonel Pacheco n'a fait aucune difficulté pour que nous suivions une de ses patrouilles, d'autant qu'elle partait sur un renseignement. Des opérations comme celle-ci, les léopards en montent souvent. À la tête de la patrouille, le capitaine Guzman. On a une information comme quoi il y aurait une fabrique de cocaïne par ici. Pendant 3 heures, nous allons marcher dans la jungle, suivre un petit sentier apparemment fréquenté. Les hommes de Guzman semblent savoir où ils vont. Ils se sont échappés. Ils nous ont entendus arriver et ils ont pris la fuite. Ils travaillaient ici, dans ce labo. On trouve quotidiennement ce type de laboratoire dans notre région. C'est quoi? Un labo, c'est d'abord une fosse de macération et des filtres. Ils ont travaillé la nuit, ils avaient des bougies. Ça, c'est de la chaux vive. Et ce chiffon sert à filtrer la drogue. Ce sont des restes de cocaïne. Ils ont bien travaillé, ils ont au moins produit 5 kilos de cocaïne. Vous voyez, c'est en plein milieu de la jungle que l'on trouve ces labos. L'accès est toujours difficile. Ils se placent toujours à des endroits stratégiques pour nous entendre arriver. Carajo, me he enganchado, hermano.
Le capitaine Guzman souhaite nous montrer autre chose, à quelques centaines de mètres de là. Ce sont les restes d'un labo qu'on a brûlé la semaine dernière. On est venu avec 14 patrouilles comme celle-ci, on a détruit les labos. Et regardez, à quelques 300 mètres, ils ont refait un nouveau labo de cocaïne. L'an dernier, officiellement, les léopards ont détruit plus de 500 laboratoires, presque 2 par jour. Les routes pour sortir la cocaïne d'Amérique du Sud sont nombreuses. La plupart aboutissent sur la mer des Caraïbes, des centaines de kilomètres de côte impossibles à surveiller. C'est par bateau que se fait l'essentiel du trafic, des bateaux qui se dirigent vers les Antilles et en particulier vers Saint-Martin. Parfois, les services de police français parviennent à faire une saisie, pratiquement toujours sur renseignement, comme si les trafiquants leur donnaient un petit os à ronger. La dernière grosse saisie des gendarmes de Saint-Martin date du mois d'avril. Il s'agit d'une saisie de 29 kg de cocaïne. Cette cocaïne est partie de Colombie, Barranquilla, et a été transportée directement sur Saint-Martin via Saint-Kitts-et-Nevis ici. Le patron d'un bateau, d'un cargo, nous a signalé qu'il avait découvert un de ses marins en train de transporter de la drogue à bord de son navire, à son insu bien sûr. Alors cette cocaïne est destinée à être retransportée à la fois sur les États-Unis et sur l'Europe. Saint-Martin, 7 km de haut, 8 de large, avec en son milieu une frontière, l'héritage du colonialisme. Au sud, la partie autrefois hollandaise, aujourd'hui indépendante. Au nord, la partie toujours française. Un paradis pour trafiquants, un enfer pour les gendarmes qui ne s'habituent pas au grand libéralisme de leurs voisins du sud. Dans la carte de Saint-Martin, le nord c'est la partie française, le sud c'est la partie hollandaise. Donc il y a une frontière virtuelle qui traverse l'île en 2 parties. Et on a 2 entrées dans le lagon, une entrée côté hollandais et une entrée en partie française. Alors, on peut imaginer ça c'est une maison de passe et la frontière est là. Voilà. En fait il n'y a pas de frontière. On trouve aux frontières tout ce qui peut intéresser le touriste en goguette, à savoir les bars avec des demoiselles aux mœurs légères. Et c'est un lieu de rencontre aussi bien pour les narcos que pour les acheteurs et les vendeurs. Comme ça on y fait la fête, on y traite les affaires. Et comme la frontière n'est pas loin, on peut donner des rendez-vous. Bien sûr, les narcos se servent de cette binationalité pour rentrer d'un côté et sortir de l'autre, ce qui est très difficile pour nous de contrôler. Yes, good morning, Miss Gendarme Dominguez from French Gendarmerie Detective Department. May I speak to Mr. Depuis 3 mois, le gendarme Rodriguez attend un rendez-vous avec ses homologues du Sud. Il a les preuves pour arrêter un trafiquant, mais il ne peut rien. L'homme est tranquillement installé de l'autre côté de la frontière. Thank you very much. C'est difficile de coopérer, comment ça se passe? Le problème, l'essentiel entre les Hollandais et nous, on n'a pas les mêmes horaires de travail. On ne travaille pas du tout de la même façon. Et il faut absolument passer par le procureur pour ensuite avoir les policiers. Et ils n'ont pas les mêmes lois, ils n'ont pas la même façon de travailler. Et tout se fait en anglais. 2 heures plus tard, une nouvelle tentative. I guess he will be very pleased to come. Yeah? On a rendez-vous à 2 heures, hein, pas avant, demain. Demain? Ouais. Ok. Mais c'est une affaire qui date du mois de mars. Ils ont tous les éléments de preuve pour interpeller une personne qui fait partie de l'organisation. Et voilà, depuis le mois de mars, ça traîne les pieds. C'est le 4e meeting qu'on va faire et on va voir et on va voir. Ils ont des problèmes de corruption, ouais. C'est certain. C'est pas la première fois qu'il y a des gens de chez eux qui sont mêlés à des affaires ou renvoyés, mais bon, c'est leur côté, hein. On peut rien faire. Hein. Mais vous perdez pas patience? Non, parce qu'on est très patient. Que voulez-vous faire? Il faut faire avec, hein. Il faut faire avec. Hein. Et puis de différentes administrations, ils trouvent leur compte dans le sens où si on ferme les yeux, on va empocher 1 ou 2 billets et puis on est tranquille. Ça roule. Côté hollandais, tout roule. Les trafiquants ont quasiment pignon sur rue, mais il n'est pas facile d'en rencontrer qui acceptent de parler. L'un d'entre eux l'a fait, il voulait nous dire que la pauvreté des habitants des îles est telle qu'ils n'ont pas d'autre solution. La police de ce côté laisse faire le trafic.
C'est mieux du côté hollandais. Il y a plus de corruption que dans la partie française. On peut acheter la police, la douane, tout le monde. Ils n'ont aucun problème. Il y a des complicités. Ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. Il suffit de payer avant d'arrêter quelqu'un, ils le préviennent. Alors le type arrête de trafiquer. Les Colombiens, ils ont beaucoup d'amis dans la police. Il y a tellement de Colombiens que le prix de la drogue a chuté. Et tous les jours, de nouveaux Colombiens arrivent, côté hollandais. En fait, les trafiquants colombiens ont fait de Saint-Martin leur plaque tournante. Les bateaux qui sortent la drogue d'Amérique du Sud sont des cargos, des voiliers, n'importe quoi. À Saint-Martin, les cargaisons sont transbordées. Sur d'autres bateaux, ceux-là très rapides, on les appelle les go-fast. C'est à leur bord que la drogue part vers Porto Rico et entre ainsi aux États-Unis. Or, la plupart de ces go-fast sont préparés pour le voyage à Saint-Martin. Les enquêteurs français de l'île sont devenus des spécialistes de ces bateaux rapides. Ce qui concerne les narcotrafiquants, ça commence toujours par des bateaux, puisque c'est leur principe d'action à Saint-Martin, c'est de trouver un équipage, un bateau et de l'équiper. Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent, ces bateaux? Pour voir le bateau, avoir le maximum d'identification, faire des photos si possible, les transmettre aux différentes parties prenantes dans les enquêtes internationales, et voir si on arrive à identifier. Et plus tard, si on le retrouve sur Porto Rico ou ailleurs, savoir s'il a servi à transporter de la drogue. Si on le retrouve abandonné sur une plage de Porto Rico, c'est que forcément il aura fait un voyage. Et s'il a fait un voyage, c'est que le chantier naval qui a préparé ce bateau participe au trafic. Or, des chantiers, il y en a une vingtaine autour du lagon, tant côté français que hollandais. Il est un chantier que les gendarmes connaissent. Quelques semaines avant notre arrivée, ils ont arrêté son propriétaire. Les Américains venaient de prouver qu'un de ces bateaux avait transporté de la drogue. C'est un chantier qui est susceptible de resservir. Alors le Sonic est sorti ou quoi? Le Sonic, un go-fast, probablement utilisé par les trafiquants, des trafiquants bien organisés. Devant ce chantier naval, un voilier belge a longtemps intrigué les gendarmes. Il était arrivé un beau jour et n'avait plus bougé, restant discrètement au mouillage, au milieu d'autres voiliers. Le jour de l'arrestation du propriétaire, les gendarmes ont compris ce que faisait ce bateau. Ce bateau est en fait un tanker, c'est-à-dire qu'il renferme une très grosse quantité de carburant, une quinzaine de milliers de litres, qui permettait aux go-fast de venir se ravitailler avant de partir en mer. De manière discrète, puisque ça ne ressemble pas à une station-service. La meilleure solution pour voir ce qui se prépare, ce sont effectivement les photos aériennes. Il y a plusieurs bateaux intéressants. Vu de la route, on ne voit absolument rien. La route passe là et en plus des camions se garent devant. Enfin bon, c'est inaccessible. Attends, ouais, il y a au moins une paire de bateaux. Il y a des bateaux qui demandent qu'à être équipés. Et quand on voit des bateaux comme ça, longs, bon celui-là est un peu petit, mais bien refait, équipé, il peut être parfaitement adapté pour transporter plusieurs centaines de kilos de cocaïne. La majorité des bateaux. Donc on essaie de détecter quels sont les bateaux qu'on ne connaît pas et qui sont prêts à être modifiés ou ainsi de suite. Lors de l'arrestation du propriétaire du chantier naval, les gendarmes avaient saisi un certain nombre de pièces qui permettent d'équiper les go-fast pour ces longues traversées. Ah, ça, c'est les réservoirs supplémentaires qu'ils mettent à bord. Les réservoirs sont saisis alors? Tout est saisi, les moteurs aussi, bien entendu. Les hommes qui pilotent ces bateaux vers Porto Rico viennent pour la plupart de Saint-Domingue. C'est ce que nous a expliqué le trafiquant. Ce sont des marins de Saint-Domingue, des capitaines qui connaissent bien la mer. Ils trouvent les bateaux ici. Pour le premier voyage, ils louent un bateau. Ensuite, ils en achètent un. La plupart du temps, ils forment des associations de capitaines. Jusqu'à 5 bateaux pour une filière. La plupart sont devenus millionnaires à Saint-Domingue. Un matelot gagne 450 000 francs. Et le capitaine du bateau peut toucher jusqu'à 1,8 million pour un voyage. Le voyage démarre donc à Saint-Martin. Lorsqu'il part, les réservoirs sont pleins à ras-bord d'essence, mais la drogue ne se trouve pas sur le go-fast. C'est toute la difficulté pour les policiers, ils sont désarmés. La drogue n'est transférée que dans les eaux internationales où ils ne peuvent rien faire.
Que pouvez-vous faire judiciairement contre un bateau qui est vide? Rien. Et là, on y va en droite ligne, on y va à fond. Ils vont rentrer dans la gueule du loup. Le loup, Mike Vigil, c'est son vrai nom, le patron du service antidrogue américain à Porto Rico. Saint-Martin est l'un des problèmes majeurs que nous ayons, parce que les organisations dominicaines et colombiennes s'y sont installées. C'est le pont vers les États-Unis par Porto Rico. Il suffit de quelques heures au Go Fast pour aller de Saint-Martin à Porto Rico. Du coup, Porto Rico est devenu pour les Américains le dernier rempart. En 1996, ils ont confié à un militaire la charge de bloquer le passage. Le général McCaffrey a utilisé les grands moyens. Depuis 3 ans, à Porto Rico, il a multiplié les arrestations, portant des coups sévères aux mafias locales. Des dizaines de tonnes de cocaïne ont été saisies. Autour de l'île, il a mis en place un barrage, de gros bateaux de guerre, les vedettes des gardes-côtes aussi rapides que les go-fast des trafiquants, des hélicoptères, des avions, des millions de dollars. Le général McCaffrey affirme aujourd'hui que la quantité de drogue qui entre sur le territoire américain a diminué de moitié depuis qu'il est en poste. Du coup, le général annonce une menace pour l'Europe. Toute la drogue qui ne passe plus aux États-Unis va déferler sur nous. Face à cette menace, la France entretient un petit millier d'hommes dans les Antilles pour tenter d'empêcher la drogue de passer. La DF-24, l'une des 3 vedettes des douanes françaises, pour couvrir toute la région. Ça va, la mer ne sera pas trop dure. Le commandant Roger Didier, un vieux loup de mer, 40 ans de carrière. Belle petite Saintoise. Le code des douanes ne leur permet de contrôler un bateau que s'il est dans les eaux territoriales, une quarantaine de kilomètres à partir de la côte. T'arrives à lire le nom, là? Tous les bateaux, sans exception, nous intéressent. C'est un ciblage qu'il faut faire ici. Vous avez vu, il y a énormément de plaisance. Et il faut faire un ciblage. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout voir. Donc il faut faire un ciblage pointu. Donc tous les bateaux nous intéressent, sans exception. Largue en dessous. Là, tire. Voilà, monte. Thank you. Very good. Celui qui les intéresse cette fois, le Duck, le canard, un bateau belge qui apparemment remonte vers l'Europe. Bonjour. Alors, attention, je suis pas prêt là. Là, quand je vous dirai, hein. Quand je vous dirai. Allez, prêt. Action. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? À bord, un ressortissant belge et un habitant de l'île d'Antigua. Tout pour manger, pour boire, mais rien que spécial. Les armes, qu'est-ce que c'est? Non. Seulement des fusées pour le... Ouais. Il semble que les 2 hommes ne se connaissent pas, pourtant ils s'apprêtent à traverser l'Atlantique ensemble. Son prénom, c'est quoi? What is your first name? Laston. Laston, c'est le prénom? Ouais. Vous connaissez pas, là? S'il vous plaît? Vous connaissez pas? Oui, je dis toujours Jeffrey. Pour nous, c'est Jeffrey. Moi, c'est Joe. Vous êtes parti d'où, là? La dernière escale? Ici, à Saint-Martin. Ouais. Et avant? Avant, Puerto Rico. Puerto Rico? Oui, mais je ne suis pas longtemps à Puerto Rico. Ouais, ça va. Un contrôle sommaire. Les douaniers nous expliqueront hors caméra qu'un bateau comme celui-ci, il faudrait le sortir de l'eau et même éventrer la quille pour être certain qu'il n'y a pas de drogue à bord. L'avion des douanes françaises, il s'intéresse à tous les bateaux qui remontent l'arc antillais.
Donc on note derrière Arctic Swan de Nassau. En fait, c'est l'éclaireur de la vedette. Quand un bateau leur paraît suspect, il le signale aux marins qui vont effectuer le contrôle douanier. Donc tous les échos qui ont des navigations rapides nord-sud sont intéressants. Le commandant Koss, un ancien pilote de chasse, s'est reconverti dans les douanes. 42 pieds. Guilo. G-U-I-L-A-U. On l'a vu hier. Il est en route au 320 320 pour 6 nœuds. C'est un bateau de location. Bon, il y a le cycle de la société Bourix. Donc là, on peut penser, là, par exemple, là, on va le transmettre parce qu'il monte, mais c'est très certainement donc un bateau en convoyage, donc qui revient d'une location et que ça on peut supposer. Donc, mais ça, c'est le centre opérationnel qui va continuer les recherches en fonction des clearances qui ont pu être passées. Ok, il y en a un autre. Donc coque blanche, bordé vert. Il a un pavillon. Il va passer à gauche. Pavillon anglais. À gauche, le nom est à l'arrière, mais j'ai pas pu le. Oh, c'est Calpa quelque chose. Dans l'immédiat, il n'a pas d'intérêt parce que c'est un bateau qui descend. Là, on va le prendre, si on peut avoir le nom. Donc après, il rentre dans nos fichiers. Et c'est un bateau, si on le revoit à la remontée, s'il y avait des renseignements sur cette équipage ou le bateau, donc devient très intéressant. On n'a pas fait exprès, mais là, il y a un offshore qui arrive là. À midi, un sillage. Alors, c'est un bateau rapide, hein, de 8-10 mètres. Bon, là, je dirais que là, bon, il n'y a rien à se reprocher, sauf que c'est une navigation tout à fait anormale pour ce type de bateau. Parce qu'il est beaucoup trop loin des côtes. L'océan Best. Raiko 010 20 nœuds. Coque blanche, longueur 9 mètres. Marque du bateau, Océan Must. Stop et fin. Oui, document interrogé. Écho intéressant. Stop et fin pour le troisième. Donc là, on va modifier un peu en fonction de ce qu'on vient de voir. Là. On va modifier notre pattern pour venir un peu dans le sud et ensuite pour revenir dans la fin de notre patrouille et revoir cet écho donc, qui nous semble intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas un bateau de pêche local. Il a un cap au nord. Donc là, il est loin, il est quand même à 30 nautiques des côtes. Il est cap au nord. Et là, si on fait son trait d'origine, s'il n'a pas changé de cap, il n'y a pas de terre. Donc, il peut venir de n'importe où. Là, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas un bateau. Donc là, ça, il est intéressant. Il n'a pas une navigation normale. Il ne doit pas être là, ce bateau. Il n'y a pas de matériel de pêche apparent. On a vu donc 2 gros bidons qui semblaient être attachés sur le côté, à l'intérieur. On peut supposer qu'il a des réserves de carburant ou autre chose. Là, on va revenir et là, bon, le plus discrètement possible. Donc là, en fonction de la route qu'on avait déterminée, on va venir avec le soleil dans le dos. On monte en altitude et on va essayer donc de repérer son sillage. On n'a pas eu d'écho radar, donc on va être obligé d'aller le chercher à vue. Il est travers droit, on a le sillage. On voit le sillage voilà. Parfaitement. Si on voit le sillage et qu'on voit pas le bateau, on sait que là, lui ne voit pas non plus. Ok, c'est bien celui-là. Il a une route plutôt 0,30. Hein, on va voir, je vais le positionner. Position, donc 15,55, 62,08. Il y en a un autre qui arrive là. Ok. Oui, Galaxy Fox, donc Rouge 525, séparatif 9, séparatif unité, correct? Oui, c'est correct, c'est correct. Tout bien reçu. Oh, et c'est la rejointe là? On dirait, hein? Oh oui. Ouais. Tiens, il tourne l'autre là. Je les ai plus. Ils sont côte à côte. À 11h20, le numéro 4 est rentré en contact et avec une Saint-Oise rapide. Si on n'est pas objectif, on se place dans un contexte purement douanier, on se dit il s'est passé quelque chose parce que c'est tout à fait anormal. Il n'est pas normal que 2 bateaux, là avec celui qu'on avait repéré tout à l'heure qui n'est pas un pêcheur, bon si c'était 2 pêcheurs qui s'étaient retrouvés, il n'y a pas de problème, mais là c'est un bateau qui n'était pas un pêcheur, qui en croise un autre, il s'arrête, c'est tout à fait anormal. Galaxy Fox de Tornado. Ils sont encore tous les deux là? Ils sont encore tous les deux? Ils sont rejoints, ouais. Bon, on attend un peu alors. Ouais, tout bien reçu. On essaie de faire sortir la brigade de Pékin et Lima. C'est véritablement des
des trafiquants. Donc là, c'est pas une heure pour arriver sur un point de côte, puisqu'ils vont choisir plutôt une fin d'après-midi. Ils se mettent en attente et puis attendent 18 heures pour mettre le cap. Le commandant Cosse décide d'envoyer la vedette contrôler les 2 bateaux. GDH 20 10 30 Québec. À son retour, la vedette est bredouille. D'après les marins, les aviateurs s'étaient trompés. Ils auraient confondu des pêcheurs avec des trafiquants. Il n'y avait pas de drogue à bord. Une chose est sûre, les services français ne peuvent pas annoncer de résultats mirobolants. En 1998, moins de 2 tonnes saisies. Une autre chose est sûre, depuis 10 ans, la consommation de drogue dans les Antilles a explosé. Au commissariat central de Pointe-à-Pitre, c'est devenu la préoccupation essentielle, la base de toute la criminalité. T'as les clés, voiture. Pascal Dramp, ceinture noire de karaté, officier de permanence, il sait qu'il va passer la majeure partie de cette nuit dans le ghetto à cause du crack, du résidu de cocaïne qui se fume, prix de la dose 200 francs. Il y a un mec qui doit avoir de la cam sur lui qui se trouverait, à mon avis, vers le terrain Sony, ça devant le ghetto. On l'a vu, machin, mais il nous a pas vu. On est arrivé à l'arrière. Ouais. Et il y a un mec qui nous l'a balancé aussi. Et il doit avoir un haut jaune. Un haut jaune ou blanc. Ce qu'on fait, on attire l'attention. Moi, je vais un peu devant vous. Ouais. Si vous me voyez, vous arrivez là derrière, côté voilà. La ceinture, vous. Et moi, j'arrive sur le boulevard. Voilà. Mais en négatif, passez discrètement, vous rendant vers Chauvel. Pour pas attirer l'attention, le mec, il est là, ça serait... Ah, il faut faire vite quand on intervient, sinon c'est trop tard. Comme les gars sont à l'affût. Ici, devant la voiture des policiers, un toxicomane n'hésite pas à allumer sa pipe. Le tien. Celui en jaune. C'est la balle qui se bat. C'est quoi ça? Lui aussi, il vient avec nous. Les deux viennent avec nous. T'as trouvé au-dessus, Ange? C'est ce qu'il avait mis là. Oui. C'est quoi ça? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est à 50 mètres, le gars met quelque chose là. Ouais. C'est quoi? C'est du crack, c'est du crack. Il y en a beaucoup? Là, c'est pas mal. Ouais. Là, il y en a pour près de 4000 francs. Alors, quelle profession que tu as? Je suis en bac pour la comptabilité. Tu es en terminale? Ces dealers, 2 étudiants, tous 2 bacheliers. Non, ça vient de nulle part. Ça, c'est mon argent pour prendre ma maison demain. Quelle maison? Je dois prendre un studio pour moi et ma copine comme elle est enceinte. Il va falloir que j'arrête mon métier pour faire des petits jobs pour avoir autant d'argent. Non, mais l'argent, c'est pour demain, comme je suis sorti. Pourquoi je donne? Parce que je suis énervé. Étudiants peut-être, n'empêche que l'un d'entre eux avoue avoir tiré quelques jours auparavant sur quelqu'un. C'est un pompe que tu avais? C'est un pompe que tu avais? Hein? Un de gueule. Fusil de canon. Tu es où? C'est les faits remontent à peu près à 1 mois. Comment il s'appelle le gars là, qui avait été blessé par toi? C'est un petit caïd parce qu'il se baladait tout le temps avec un canon scié sous la selle de son booster. Il avoue qu'il avait tiré sur un gars il y a une quinzaine de jours à peu près. Ça avait failli dégénérer en émeute par la suite. Un nouvel attroupement de dealers vient de leur être signalé par des habitants d'un immeuble proche du ghetto. Les gens ont peur, ils sont exaspérés. Il y a 2 spéciales. Une façon de plier l'argent qui est assez caractéristique. J'ai un peu de crack ici. C'est quoi? C'est du faux, ça. Oui, c'est du faux. C'est du factice. On m'a baisé la gueule cet après-midi, non, attention. Il y a des gens qui vendent ça pour du crack. Qui t'a roulé cet après-midi? C'est quoi, non? Ah, c'est du factice, ça. C'est des pieds porteurs, des pieds porteurs. Lève la langue.
La langue. Que soit on lui a vendu, soit... Voilà, ça, il y en a encore là. C'est pas parlé? Oui, parce qu'il y a longtemps qu'il était Mets les menottes, là, vas-y. Qu'est-ce que t'as là, JP? Il y avait ça dans le bec? Ah ouais, bien. il y en a plein. C'est quoi ça? Ah, c'est du crack là. Il y a 3-4 morceaux, il y en a encore par terre là. Avant de déferler sur l'Europe, le raz-de-marée de la cocaïne a touché de plein fouet les Antilles. Et ici, c'est monnaie courante, il y en a à chaque coin de rue. Hein. Cigale 12 à sa base. 600. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la bouche. 200 francs. Ah ouais, là, il y en a pour... 200 francs. Là, il y en a pour 1200 balles. Il était là. Comment ça s'organise? Pour le PV d'Interpel et tout? Là, on fait des révélations, vous faites la fouille. Où tu as vu ça? Tu l'as trouvé, gâteau. Tu l'as trouvé? Non, Tu l'as trouvé sur il fait de la transaction, c'est-à-dire il achète des mètres quelqu'un et il fait le bénéfice de 400 francs sur sa transaction. Ce sont des gars qui viennent de Dominique, qui font un petit court séjour chez nous et puis qui revendent une petite quantité de crack sur le gâteau. Ils font ça pour vivre ou c'est des petites vacances et ils font de l'argent? Ce ne sont pas des vacances, les vacances ils vont les passer là-bas avec le montant de la revente. C'est un gars qui peut se faire combien en une semaine? Bah là, vous voyez, là, il est arrivé... là, aujourd'hui, on a à peu près 600 balles. C'est ce qu'il a dû faire ce soir. Il allait encore doubler la mise, je pense, ce soir, au moins. Hein. Donc, je sais pas, là, 1200 balles sur une semaine, il peut monter à 10 000 balles. Hein. Voilà. Donc, si c'est du crack, ça va virer au bleu. Assez rapidement. C'est bon. Voilà. C'est gagné. C'est de quoi? C'est de la cocaïne. Avant de déferler sur l'Europe, le raz-de-marée de la cocaïne a touché de plein fouet les Antilles. À Pointe-à-Pitre, pour tous ceux qui se font prendre, la solution c'est Baie-Mahault, la prison. Pas franchement une solution. Elle est pleine d'habitués comme Patrick, un récidiviste. Lui affirme qu'il aimerait s'en sortir. On a toujours l'impression qu'on a le dessus sur le crack. Et au fil des temps, on se voit que physiquement, on perd son autonomie, physiquement, on perd certaines choses et on commence à descendre. Et c'est où que ça devient méchant, mauvais et pas bon pour l'être humain, quoi. Lorsqu'on n'est pas haut, on a la honte, on n'a plus de dignité, quoi. Pas haut, c'est quelqu'un qui est sale, qui est crade dans la rue, qui fume du crack, qui va voler jour et nuit, qui ne dort pas, qui est maigre, qui ne sait pas s'il a un père, s'il a une mère, qui ne sait pas si les gens de la société existent, parce que dans sa tête, c'est le crack pour lui, quoi. C'est sa vie. Même si quelqu'un viendra lui dire demain, bon, mais il va falloir que tu arrêtes, il sait dans sa tête personnellement qu'il faut qu'il arrête parce qu'on a une conscience. Aussi, on ne se retrouve pas en prison pour pouvoir faire le point avec soi-même. On ne peut pas y arriver, quoi. Je connais des gens qui sont dehors et qui ne sont jamais encore entrés en prison et je sais personnellement que ces gens-là, je les ai laissés dans un état que je le retrouverais dans le même état. À force de voir passer les mêmes, on sait bien ici que la prison ne résout pas grand-chose. Je crois que malheureusement, le parcours est bien connu, il est relativement identifié. On part du ghetto, on arrive à la prison, on ressort de la prison, on retourne souvent sur le ghetto et le parcours est répété. À Baie-Mahault, il n'y a pas que des toxicomanes. Cette mère de famille colombienne était secrétaire à Bogota. Elle a eu des difficultés d'argent. Elle a décidé de franchir le pas, de devenir une mule. Son rôle, passer la drogue de Colombie à Saint-Martin. Cela devait lui rapporter 60 000 francs. Il fallait la transporter en petites boules avalées. J'en avais dans les sous-vêtements, dans le soutien-gorge et la culotte. Et combien transportiez-vous? J'avais 1000 grammes dans mon estomac et 460 grammes dans mes sous-vêtements. Et comment ça s'est passé?
Je me suis préparée en Colombie. On ne fait pas cela n'importe comment. Il faut d'abord bien vider son estomac. Il faut faire attention, on peut en mourir si jamais une capsule explose. On a passé la douane normalement. La fouille s'est passée comme dans n'importe quel aéroport. À Saint-Martin aussi, normalement. Et vous êtes passé? À Saint-Martin, on est arrivé côté hollandais. Mais cela, je l'ai su après, car en réalité, j'étais comme aveugle. Je ne savais rien, je savais seulement que Saint-Martin était une île. C'était la première fois que je sortais de Colombie. Vous aviez un rendez-vous? Oui, on avait un rendez-vous avec un monsieur de Porto Rico. Il est passé le lendemain pour récupérer la drogue. Je devais repartir en Colombie, j'avais un vol le jour même. Mais en quittant l'hôtel, les douanes nous ont arrêtés pour nous contrôler. J'étais très surprise. À la sortie de l'hôtel? Oui, je ne savais pas qu'ils avaient arrêté l'homme à qui j'avais remis la drogue. Il leur avait donné mon nom, il avait tout raconté. J'ai été condamnée à 4 ans. Je suis interdite de séjour en France à vie et on m'a mis une amende. Je connais beaucoup de gens qui ont fait ce voyage sans aucun problème. On n'a pas tous la même chance. La chance. Beaucoup croient pouvoir la tenter. Tenter le passage qui rapporterait gros. Le plus fréquenté de ces passages, c'est l'aéroport de Bogota. Tout le monde le sait. D'ailleurs, il est officiellement le plus surveillé de la planète. Ici, avant de monter dans les avions, on doit franchir 9 contrôles successifs. Au cours des 9 derniers mois, 1600 kilos ont été saisis par les policiers. 140 passeurs ont été arrêtés, une vingtaine d'étrangers. Parmi eux, un Français. Donc moi j'étais en prison à Fleury, j'ai rencontré un Colombien. Il était tombé avec 14 kilos à l'aéroport. Donc il m'a dit, oh, dans mon pays on peut tout arranger. Manifestement ça devait être vrai, parce que qui c'est qui peut sortir avec 14 kilos d'un pays s'il n'y a pas plus ou moins la connivence des autorités, des douaniers. Stéphane avait déjà passé de la drogue depuis l'Asie, mais l'Amérique du Sud, il ne connaissait pas. Il ne se doutait pas que cela le mènerait à la Modelo, la prison centrale de Bogota. Vu de Paris, les choses semblaient faciles. Tu payes 10 000 francs le kilo, tu payes 10 000 francs l'arrangement, ça fait 20 000 francs. Une fois que tu es en France, tu vas faire 150 000 francs grosso modo de bénéfices. Si tu as 5 kilos, tu fais 750 000. Correct. En voyage. Ouais. Moi, je suis pas mule, je travaillais pour moi-même. Donc, j'ai tenté le coup. Il m'avait donné les contacts de sa famille. Je suis arrivé, il m'a présenté un type en uniforme de l'aéroport. Pas n'importe qui qu'ils auraient pu prendre dans la rue. Hein. Non, un officiel, il a appelé au portable. J'ai vu sortir un type en uniforme de l'aéroport. On a discuté, donc les tarifs, les conditions, la moitié avant, la moitié après. C'était quoi les tarifs? 2 000 $ pour l'arrangement par kilo. Donc j'avais 5 kilos, je devais payer 10 000 $ à l'aéroport. C'était l'arrangement, c'était tu passes, tu n'as aucun problème, quoi. On a déjà essayé de vous corrompre? Moi, oui. Oui, quoi? On vous a corrompu? Oui, on a essayé. Ici, à l'aéroport? Oui, quelques fois, 1 fois, 2 fois, je crois. Comment ça s'est passé? Il y a des gens qui essayent de vous acheter. Mais j'ai refusé parce que j'ai une famille. Il faut penser à son père, à sa mère, à mes frères qui m'attendent à la maison. Alors non, il vaut mieux agir comme il se doit. À l'aéroport, il y a eu beaucoup de cas de corruption? Dernièrement, très peu. La nouvelle équipe est très bonne. En fait, c'était une arnaque basique, colombienne. Donc je suis arrivé, il y en a 4 ou 5 qui m'ont dit OK, go, go. Et il y en a un, manifestement, qui n'avait pas touché ça, qui avait été oublié, qui est sorti, il m'a dit ouvre ta valise. Je lui ai dit mais attends, ils ont déjà vérifié. Il m'a dit ouvre-la quand même. J'ai essayé de le convaincre, je lui ai dit mais attends, ça sert à rien ou quoi. Bon, et finalement j'ai dû l'ouvrir parce que bon, c'était lui l'autorité.
Le type, il m'a dit, bon, j'avais 5 kilos qui étaient quasiment déposés dans des paquets cadeaux, hein, puisque tout est arrangé, on ne va pas faire des doubles fonds. Hein. Le mec, dès qu'il a vu les paquets, bon, il a tout de suite compris. Alors je lui ai dit, mais hermano, todo está arreglado, hein, tout est arrangé. J'avais 1000 $ dans la main. 6000 francs. Pourquoi? Au cas où. J'avais ça dans la poche. Quand j'ai vu ça, j'ai mis la main dans la poche et je l'ai sorti. Le mec il dit, non, nada está arreglado. Et de suite, bon, j'étais arrêté. J'étais préoccupé par l'endroit où j'allais échoir. Je me dis, qu'est-ce que ça doit être une prison colombienne? Stéphane avait l'expérience. À 40 ans, il a déjà passé 10 ans derrière les barreaux en Europe. À Bogota, il a découvert que le confort s'achète. Moi, j'ai payé 5000 francs. Les autres peuvent payer pour dormir à l'intérieur de la cellule, sur le sol, peuvent payer jusqu'à 500 francs. Ça veut dire qu'une cellule peut générer à peu près plusieurs dizaines de milliers de francs. Ici, il doit payer sa nourriture, il doit payer les gardiens, il doit payer le racket qui est en permanence. Ça génère beaucoup d'argent une prison et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui avait du fric achète des bananes et puis eux, ils mangent les bananes. Ça sera le repas du jour. Hein, voilà, c'est comme ça. Certains de ces prisonniers n'ont pas de quoi se payer un repas. Ils sont dans les cellules collectives, 30 à 50 entassés sur une trentaine de mètres carrés. La porte voisine donne sur une cellule, le luxe ici, tout équipé. De quoi mijoter le plat national, les haricots rouges. En fait, 3 hommes vivent ici. Lui, ça doit être un dur. C'est un dur, un mec qui a de l'argent. Et pour lui, il a une cellule privée. Il va rester ici pendant des jours. Il a la télé, il a une salle de bain. Il a des affaires, vous pouvez voir, il a tout ce qu'il faut. Il a son garde du corps, il a tout. Un caïd de la mafia et 2 de ses gardes du corps. ¿Hace cuántos meses que está aquí? ¿Hace mucho tiempo que está aquí? ¿Cómo? Sí, yo sé. El señor es un duro del cartel. Le cartel de Cali, l'organisation mafieuse la plus puissante de Colombie, l'une des plus puissantes de la planète. Muchas gracias. C'est quoi un dur ici? Muchas gracias. Il y a un cacique. Le cacique, c'est le patron donc du patio. Dans mon patio, il y a 4 étages. Chaque étage, il y a 4 coursives avec 12 cellules. Le patron donc va mettre 1 à 2 hommes par coursive. Et ensuite, bon, ils ont leur tueur. Il y a des gens qui ont été exécutés ici pour avoir parlé avec les gardiens, pour avoir simplement dénoncé certaines pratiques qu'il y a dans les blocs. Les autorités n'ont aucun pouvoir, parce que les gardiens, bien entendu, sont les meilleurs complices des durs. Qui rentre les armes? Qui rentre tout ici? C'est eux qui rentrent tout. La violence ne serait pas possible ici si les gardiens n'étaient pas d'accord. 15 jours avant cette rencontre, dans le camion des poubelles, des prisonniers avaient tenté de s'évader. 4 heures de fusillade. Des fusillades comme celle-ci, il y en a presque tous les mois à la prison de Bogota. C'était terrible. Dans les miradors, les gardiens sont armés de galis, le fusil d'assaut israélien. Et de notre côté à nous, il y avait des mitraillettes, c'était un tir intense. Ça a duré pendant 4 heures. C'était impressionnant. La peur, elle est constante ici. Elle est constante. Dans mon propre patio, les 3-4 premiers mois, ils en ont tué une vingtaine. Dans cette vingtaine, il y en avait 3-4 avec qui j'avais marché, parfois en promenade. Et ça, je pense toujours à eux. Il marchait avec moi pendant quelques minutes, il m'a dit je monte dans ma cellule, puis il a été exécuté. Règlement de compte. Je n'avais jamais vu autant de morts dans ma vie. L'an dernier, près de 20 000 personnes sont mortes de cette violence en Colombie. 20 000 tués qui s'ajoutent à la longue liste des victimes de la guerre de la cocaïne.